Merci à tous d'être présents effectivement pour cette table ronde donc, qui a pour terme effectivement les écosystèmes de partenaires et la confiance effectivement entre les partenaires des acteurs numériques. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Nicolas Van Etteren de la société Stormshield, Vincent Perrin de la société IBM et Frédéric Gauzy de la société Open Datasoft. Et je vais vous laisser, s'il vous plaît, messieurs, vous présenter un peu plus en détail. Alors, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, ça, tu vois. Alors, Nicolas Van Etteren, donc, je suis responsable des partenariats stratégiques IT chez Stormshield. Donc, en gros, je gère l'écosystème chez Stormshield. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Stormshield, mais on est premier éditeur de solutions de cybersécurité en pure player européen, bien sûr, j'entends. Hein, on est... excusez-moi. Et on est premier éditeur de solutions de type firewall en Europe. Donc, on prend bien sûr la souveraineté. On est une filiale d'Airbus Cybersecurity. Donc, on a un grand groupe derrière nous. Voilà pour la présentation. Je pense que je te laisse la main, Vincent. Merci Nicolas. Donc Vincent Perrin, moi je suis directeur technique dans l'entité IBM Écosystème. Donc le rôle de mon organisation, c'est d'assister l'écosystème, qui est un peu le sujet de notre échange aujourd'hui, sur tous les pans des offres IBM et de rendre notre écosystème le plus autonome et le plus compétent pour adresser les thématiques et les problématiques de nos clients. Bonjour à tous, donc moi je suis Frédéric Gauzy, moi je suis responsable des partenariats chez Open Datasoft. Alors en quelques mots, Open Datasoft, nous sommes une société française qui a une dizaine d'années d'existence, on est à peu près une petite centaine de personnes. Et notre métier, donc, c'est un éditeur de logiciels en SaaS sur le sujet de la data, et plus particulièrement de la démocratisation de la data. Donc on accompagne des organisations publiques et privées à mieux exploiter, à mieux valoriser leur patrimoine data, donc en interne et en externe à l'organisation. Et donc dans ce cadre-là, moi je m'occupe des partenariats. Alors ça prend plusieurs composantes, des partenaires pour nous permettre d'adresser les marchés à l'international, mais également des partenaires technologiques. Et c'est précisément de ce sujet-là dont on va parler dans les minutes qui suivent. Eh bien merci. Et Étienne Dupin-de-Saint-Cyr, donc je suis business developer pour Outscale. Et donc j'accompagne ces trois charmants jeunes hommes, entre autres, mais également d'autres entreprises à intégrer donc l'environnement Outscale et notamment les sujets de la marketplace que l'on propose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler bâtir un écosystème solide ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que c'est un écosystème technologique ? Ça, on va commencer par cette première question. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut commencer ? Je pense que mes collègues ont des choses à dire aussi, mais créer un écosystème technologique, c'est déjà intégrer des valeurs externes, des valeurs qui sont reconnues sur le marché, et de faire cohabiter l'innovation avec le business. C'est comme ça que je le conçois, moi. Je ne sais pas, Fred, Vincent, si vous voulez intervenir là-dessus, mais voilà, cohabitation entre l'innovation et le business. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, de mon point de vue aussi, c'est bien sûr être à l'écoute de ce que le marché attend et de ce que le marché propose en termes d'innovation. Bien entendu, de faire en sorte que son propre produit et sa propre stratégie puissent s'adapter à ces partenariats, en fait, cet écosystème technologique, à ces différentes fonctions. Donc, en ce sens où il y a une composante qui peut paraître intéressante aussi, c'est que la construction d'un écosystème technologique, c'est pas seulement quelque chose de produit, mais ça doit englober toute la stratégie et toutes les valeurs de l'entreprise. Donc être en phase avec la manière dont on va adresser un marché, en phase dont un marketing va porter des messages, et même au-delà de ça, dont on va construire effectivement ses développements futurs, quoi. Et pour moi, dans la thématique d'écosystème, il y a toute cette thématique d'ouverture. De plus en plus, on voit que les clients attendent cette démarche d'écosystème, de co-création, de co-constitution d'une solution. Et globalement, quand ils attendent une solution, ils ne l'attendent pas d'un seul acteur, ils l'attendent d'un écosystème d'acteurs qui vont lui amener, par des composants successifs, qui ont vocation à travailler entre eux, la bonne solution pour leur permettre cette valorisation business que vous évoquiez. Donc c'est une composante et un ensemble de briques technologiques ouvertes qui vont permettre de résoudre une problématique métier. Alors, pour résoudre à cette problématique métier, je suppose comme tout le monde, on a des critères sur lesquels on se base
pour définir quel écosystème on veut rejoindre, comment on veut le rejoindre. Qu'est-ce que vous avez, quels sont vos critères principaux, quelles sont les choses que vous regardez avant de monter un écosystème quand vous regardez un nouveau partenaire? Alors, de ma casquette technique, la première composante, c'est la compétence technique et la valeur ajoutée technique des acteurs potentiels dans cet écosystème et les solutions que ces acteurs peuvent amener. C'est vraiment d'amener une approche de type presque best of breed, où je vais aller chercher les bons acteurs technologiques qui vont, de par la valeur ajoutée de leurs solutions, amener une valeur ajoutée globale à la construction de cet écosystème. Et donc cette composante technique est importante. Et le deuxième élément, c'est toute la thématique de l'humain. C'est que dans un écosystème, il y a un élément qui est aussi important. Je parlais d'ouverture il y a 2 secondes, mais il y a aussi toute cette thématique de confiance. Alors c'est un des sujets qu'on a là, mais dans un cadre un peu plus élargi. Mais la confiance entre les différents acteurs de l'écosystème en disant on a une trajectoire commune pour servir un besoin particulier, un client particulier, un cas d'usage particulier. On se fait confiance et on y va ensemble. Et sans cette confiance-là, il n'y a pas la constitution, selon moi, de cet écosystème technologique. Alors, je te rejoins complètement, hein. C'est vrai que choisir une techno, c'est quelque chose, mais je pense que le plus important, c'est de choisir le bon partenaire. C'est vrai que quand une entreprise souhaite créer de la valeur, elles ont le choix entre développer les solutions par elles-mêmes, les acheter à un fournisseur, ou faire appel à un écosystème pour apporter cette valeur, justement. Et le plus important, donc je le disais, c'est le partenaire avant la technologie. C'est de savoir si, en effet, le partenaire va être facile à intégrer à son écosystème qu'on bâtit, hein, clairement. S'il est prêt à consacrer des ressources d'ingénierie pour le développement, si jamais il y a un peu d'OM à faire. Est-ce qu'ils ont la même approche commerciale que nous? Ça, c'est important aussi. Il faut qu'on ait la même ADN pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, c'est quelques points aujourd'hui qui sont primordiaux pour moi, enfin de ma fenêtre, hein, pour monter un bon partenariat. Oui, moi je vous rejoins complètement, et sur l'aspect de confiance, je dirais qu'il y a aussi une composante qui est externe, et notamment qui peut être en fonction des marchés, hein, en fonction des attentes, en fonction des pays. Là aussi, il va être primordial vraiment de partager les mêmes valeurs, les mêmes manières d'adresser le marché avec chacun des partenaires qu'on va pouvoir envisager. Et on y reviendra sans doute, mais parmi les thématiques qui sont essentielles aussi, c'est les thématiques de sécurité. Qui vont quelque part être inscrits dans l'ADN d'un produit qu'on va porter. Là, quand on parle d'écosystème technologique, on est juste en train de parler de prolongement, en fait, un peu du bras ouvrier, quoi, du produit que l'on propose. Donc il est clair que c'est essentiel de partager une approche commune pour adresser le marché, mais également sur ces thématiques essentielles comme la sécurité, quoi. En effet, merci. Et d'ailleurs, ces problématiques-là et c'est le positionnement que nos écosystèmes de partenaires et nos entreprises prennent, c'est pour répondre à un besoin aujourd'hui du marché qui est de plus en plus, qui remonte de plus en plus vers des valeurs que l'on représente en tout cas ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue sur ces attentes du marché? Qu'est-ce que vous allez lui apporter en lui disant que je fais partie d'une chaîne de partenaires de confiance? Qu'est-ce qu'il attend derrière? Concrètement, c'est l'innovation, hein. C'est apporter une nouvelle offre, une offre innovante. C'est le premier point, il me semble. Ensuite, ce que les partenaires attendent, c'est forcément toujours plus de flexibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend aussi plus vers le cloud. Toujours plus d'agilité et toujours plus de sécurité aussi. C'est pour ça qu'on fait appel à des prestataires comme 3DS Scale en guise de partenariat, hein, clairement. Ouais, sur la notion d'agilité, d'évolutivité, ça rejoint ce que tu disais, Vincent, tout à l'heure, sur l'aspect comment identifier les bons partenaires qui vont pouvoir apporter les briques. Alors ça ne va pas être forcément les mêmes briques, hein, en fonction de ce que l'on veut proposer, du produit final que l'on veut proposer, mais il va être clé là aussi de trouver, de garder cette agilité pour y répondre le mieux. Et autre point sur l'aspect des attentes du marché, bien évidemment il y a la souveraineté, hein, qui fait partie
qu'on voit particulièrement dans la data. Et donc, en ce sens-là aussi, on rejoint cette notion de trouver les partenaires qui vont avoir ces convictions communes, en fait, et notamment autour de la possibilité d'offrir des offres souveraines. Et je pense qu'il y a une attente de plus en plus forte du marché sur la notion de réassurance, d'être assuré que la solution qu'ils vont mettre en œuvre, le cas d'usage qui va être mis, l'écosystème ou le conglomérat d'acteurs qui va être impliqué, va réellement amener la solution. Et on le voit de plus en plus où ces solutions, elles sont co-créées, co-construites avec l'ensemble de l'écosystème et le client potentiellement final qui est mis derrière. Et ça, c'est un changement de paradigme, je pense, par rapport à avant où les gens achetaient déjà plutôt des solutions un peu individuelles. Maintenant, ils essayent de construire des solutions à partir de briques technologiques, mais ils ont besoin de l'avoir validé avant de l'avoir acheté. Certains parlent de minimum viable product ou viable solution. C'est l'écosystème doit démontrer de manière simple, de manière rapide, que oui, il a une capacité à mettre en place sa solution, qu'elle respecte les problématiques de sécurité, qu'elle respecte, suivant les sujets, une certaine éthique, un alignement des valeurs, et qu'elle respecte une certaine souveraineté suivant les domaines. Donc, voilà, cette notion d'être réassuré est un élément de plus en plus important. Là où effectivement avant on avait un produit ou un service qui packageait l'ensemble des éditeurs de l'écosystème, aujourd'hui, je veux dire, c'est que le client final va chercher plus d'avantages à savoir quel est l'écosystème de son fournisseur, savoir s'il peut s'appuyer dessus et si c'est bien un écosystème de valeur. Il y a cette notion-là et ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion d'ouverture, c'est de regarder qu'il ne va pas être enfermé sur un acteur, mais plutôt être ouvert vers un écosystème, parce que son besoin à un instant T, il va évoluer, parce qu'on est sur un marché extrêmement dynamique. Et aujourd'hui, je plains un certain nombre de DSI qui doivent faire un certain nombre de choix stratégiques, parce que c'est loin d'être trivial. Et cette notion d'écosystème, elle peut aider, elle peut être un catalyseur à simplifier, entre guillemets, les choix, en disant je ne vais pas m'enfermer sur un acteur, mais j'aurai cet écosystème. Vous parliez tout à l'heure d'être là comme un partenaire pour aider. Et des fois, on fait des erreurs, des fois, on évolue avec le client, on construit la solution. Et ça, c'est un élément important. Alors, on a parlé des critères, on a parlé du marché. Maintenant, on va parler un peu plus de vous en tant que dans vos entreprises respectives. Qu'est-ce que vous mettez en place pour maintenir cet écosystème? Qu'est-ce que vous faites pour justement autour d'un écosystème de partenaires pour vous assurer et réassurer donc les clients? Il y a plusieurs points. Il y a la veille technologique. Déjà, il faut être à l'écoute du marché, clairement. Il y a l'écoute du client qui est important parce qu'on va construire notre écosystème autour des besoins clients. Donc l'oreille est très importante au niveau des clients finaux, mais aussi des partenaires technologiques, forcément. Voilà, c'est vraiment... et puis après, c'est une discussion avec l'ensemble de l'entreprise. C'est une stratégie d'entreprise. Donc c'est communiquer avec le marketing chez nous, avec les product managers, avec la R&D, c'est beaucoup d'échanges en fait en interne. Et c'est ce qui va nous aider à bâtir l'offre et l'écosystème qui va bien pour le client. Alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais... Vas-y. Non, moi, je veux juste donner un exemple. Historiquement, on travaille, c'est vrai, avec pas mal de collectivités territoriales. Je vais prendre cet exemple en particulier. Sur des problématiques principalement de transparence des données publiques, de communication des politiques publiques, etc. Et donc, il est clair que pour cette typologie d'acteurs en particulier, on va devoir assurer, comme tu disais, une veille en fait, identifier en fait les solutions qui peuvent se présenter à eux, qui peuvent un petit peu transformer la manière dont ils ont l'habitude de travailler et faire en sorte que on soit un peu dans une logique de co-construction pour répondre au mieux à des impératifs qui sont ceux d'une collectivité pour être la plus transparente. Donc
avec des méthodes qu'elle employait précédemment et faire en sorte que dans tout l'éventail de solutions numériques qu'on peut trouver aujourd'hui, on puisse les guider quelque part et que de leur point de vue, il n'y ait pas de... ça se fasse sans couture en fait et voilà, il n'y ait pas de nécessité d'aller elle-même identifier ces solutions à ces acteurs. Je trouve que ça peut être un peu effrayant et un peu complexe quand on regarde un panorama, un landscape de voir les opportunités que cela peut ouvrir, en particulier sur certains secteurs. Et celui qui me venait en tête, c'est celui du secteur public, en particulier des collectivités. Donc, je pense qu'en tant qu'offreur de solutions pour ces clients finaux, on se doit d'ingérer toute cette complexité-là et d'aller faire les bons choix sur la durée aussi pour les clients finaux, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Vincent ? Globalement, en vous écoutant, il y a un élément qui me paraît clé, c'est d'être humble vis-à-vis des choix et d'expliciter, d'avoir un certain nombre de convictions, mais aussi de pouvoir s'adapter. On parlait d'agilité tout à l'heure, en fonction du client qui est en face, de l'évolution technologique, d'un acteur qui potentiellement est déjà dans la place ou qui va amener une valeur ajoutée, en disant oui, peut-être que ça va moins me contraindre et limiter mon périmètre, mais globalement, vis-à-vis du client, cette démarche écosystème lui amène une valeur. Donc, je vais faire un certain nombre de concessions et je vais m'ouvrir vers cet acteur-là pour, au final, mieux servir mon client et travailler sur le long terme avec cet écosystème. Donc, ce côté humble me paraît important. Et toujours d'avoir cette... alors, je reviens sur mon prisme technique, mais cette compétence technique, et moi, c'est vraiment un élément que j'attends de mon écosystème, c'est qu'il m'amène une valeur ajoutée technique et une expertise technique sur son domaine pour, me rassurer, en disant, oui, c'est un bon acteur de cet écosystème, et de me montrer cette pérennité que tu évoquais. Il n'est pas juste, entre guillemets, sur un coup, mais il a cette conviction, cette vision et cette technicité pour m'accompagner sur le long terme. Ouais, donc en fait, si je reprends rapidement ce que vous avez dit, donc il y a déjà un besoin que dans l'entreprise, il y ait une stratégie d'écosystème qui soit intégrée en profondeur dans l'entreprise pour que ce soit vraiment quelque chose de commun, aussi bien dans la recherche que dans la veille, même dans les aspects commerciaux. Mais également, il y a un moment où l'entreprise doit également s'aligner, savoir nous sommes assez simplement des acteurs technologiques. Donc on se base sur de la techno, on est sur du serveur, on est sur du code. Et donc c'est vrai que la première chose que l'on fait ensemble, c'est déjà est-ce que techniquement on s'entend bien. Et on a tous fait ça ensemble, tous les trois en l'occurrence, tous d'abord bosser sur qu'est-ce que ça donne techniquement, quelle est la valeur technologique, et est-ce qu'on s'entend bien sur la base effectivement de notre métier. Donc un écosystème, ça recommence vraiment par le fondement. Ouais. Et quelle valeur ça apporte au client aussi, surtout. Et qu'est-ce que ça apporte au client derrière. Parfait. Maintenant, on va parler de alors c'est un peu un sujet qui peut sembler assez bateau, mais un écosystème IA, SPaaS, SaaS, ça construit une chaîne technologique complète et solide, mais pour répondre à quoi, dans quelle complexité. Et donc la première question, c'est quelle est la complexité de ce type d'écosystème? Comment on va organiser tout ça entre l'IaaS, le PaaS et le SaaS? Alors, pour rappel, normalement tout le monde le sait, mais on va avoir deux acteurs aujourd'hui qui vont représenter plutôt des solutions SaaS, qui sont donc Nicolas avec StormShield et Frédéric avec Open. Et Vincent, un peu intermédiaire entre du SaaS et du PaaS, effectivement avec les solutions managées d'IBM et quelques solutions produits logiciels. Et à Outscale, effectivement, en tant qu'IaaS. Donc pour vous, quelle est dans cette chaîne d'acteurs, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Alors, tu parlais de complexité. En effet, c'est pas forcément évident de construire de créer ce type d'écosystème. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une stratégie d'entreprise, clairement. Ça ne concerne pas seulement le service IT. Il faut que tous les services soient impliqués dans cette démarche. C'est aussi le rôle de la direction qui doit pousser fort sur le fait que c'est important de créer cet écosystème. Voilà, et le but, de toute façon, toujours, c'est de créer une cohérence au sein de l'entreprise, mais aussi au sein des clients.
d'apporter cette cohérence. Et voilà, donc stratégie d'entreprise essentiellement. Il faut que ce soit poussé par tout le monde et tous les services. Ouais. Je pense que déjà ça permet de répondre à une approche qui n'est pas le one size fit all ne fonctionne pas en termes de briques technologiques. Et suivant la maturité de la solution ou de besoin, et les organisations s'orientent soit sur du SaaS, sur des offres peut-être un peu plus verticalisées, sur lesquelles il y a un peu plus de maturité, et sur lesquelles peut-être il y a une approche un peu plus business que d'autres. Et plus on va descendre dans les couches, plus bien entendu on va laisser de latitude aux organisations IT, mais donc plus peut-être de spécifiques ou autres, mais donc adresser des besoins qui sont peut-être un peu moins matures en termes de développement et de capacité logicielle. Mais bref, je pense que ça doit être intégré dans une approche globale en disant j'ai mon paysage technologique, mes briques, mes besoins, toujours accrochés à qu'est-ce que je dois délivrer au métier en termes de fonctionnalité, parce que très peu d'organisations font de l'IT pour faire de l'IT. Ils font d'abord de l'IT pour faire marcher leur entreprise, leur business. Et donc de dire quelle va être la bonne approche, là dans une approche IaaS, là dans une approche SaaS, pour construire et amener ma valeur ajoutée. Et donc c'est vraiment cette approche multiforme, en disant je dois être entre guillemets souple sur mes deux pattes, et de prendre la bonne brique au bon moment qui va faire sens, et peut-être que demain elle va aller évoluer. Et on a vu de plus en plus d'organisations qui sont dans des approches de modernisation de leur IT, avec des démarches de type Move to Cloud. Certaines ont commencé parce que c'était le besoin et l'approche dans des démarches de type Lift and Shift. Je prends mon IT on-prem, je la mets chez un cloud provider, quel qu'il soit, et je reste équivalent, mais je délègue une partie des fonctionnalités. Et d'autres ont dit, ce service-là que je manageais moi-même par une brique logicielle installée dans mes propres data centers, je vais aller la chercher chez un tiers sous forme d'une solution SaaS. Et le monde est vraiment, alors chez IBM on aime bien le terme hybride, et on est vraiment ça, on pourrait parler en bon français d'hétérogénéité, mais mon écosystème IT il est de plus en plus hétérogène, ce qui peut amener pour certains une complexité en termes de gestion de celui-ci, mais il a vocation à être hétérogène, et il s'appuiera de plus en plus sur ces trois briques-là. Oui, et puis ça conditionne, excuse-moi Fred, ça conditionne aussi la productivité de l'entreprise. Ça peut conditionner la productivité de l'entreprise, l'innovation, mais aussi la croissance. Donc c'est vrai que c'est important de partir sur ce type de création d'écosystème. Ouais, je pense que ce qui est clé aussi, c'est que tout ça reste dicté par les cas d'usage en fait. Vraiment le dénominateur commun, tout ça, c'est vraiment être à l'écoute des besoins du marché, quoi. Et après, bien avoir en tête que, comme tu dis Nicolas, ça reste extrêmement malléable et évolutif surtout, et que ce qui est décidé à un instant T n'est pas figé dans le marbre, et que fondamentalement, si le marché évolue ou si la manière de la stratégie globale évolue, il y a toujours la possibilité, quelque part la complémentarité de ces briques, de pouvoir glisser facilement sur un modèle ou un autre, quoi. Oui, donc en somme, voilà, une entreprise a un premier objectif qui est de définir effectivement son positionnement par rapport au marché, par rapport à son besoin réel. Donc, il faut savoir dans cette chaîne effectivement du IaaS au SaaS, où est-ce qu'elle va se positionner en fonction de ses capacités, et ensuite effectivement dans sa stratégie d'entreprise, où est-ce qu'elle veut aller au final. Est-ce qu'elle veut être consommatrice de solutions, ou est-ce qu'elle veut être utilisatrice, et effectivement se baser dans la chaîne de confiance entre l'IaaS et le SaaS. Ok. La complémentarité entre l'IaaS, le PaaS et le SaaS, elle peut paraître assez évidente, effectivement, parce que chacune des briques va reposer l'une sur l'autre. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que cette complémentarité peut apporter en dehors des aspects techniques pour vous, aussi bien dans le business que dans la technique, bien entendu? Dans le business, alors je la rapprocherai un tout petit peu de la technique, mais dans le business, elle va amener un peu plus d'agilité en disant, dans la solution que je vais construire, je vais aller faire du pick and choose sur là une base, par exemple une base de données en mode PaaS, là un service SaaS qui va réaliser exactement ce que je veux faire, et ici des VM ou des conteneurs suivant la technologie usitée qui va constituer ma chose. Donc je pense que c'est drivé aussi par la maturité du cas d'usage.
et l'approche de solution que le marché, que l'écosystème propose aujourd'hui, avec cette notion de souplesse, d'évolution progressive, liée toujours à une problématique qui peut être une problématique économique. À un moment, est-ce que la construction de cette solution est économiquement plus rentable ? Et derrière la brique économique, ça peut être en termes de collaborateurs qui vont gérer cette infrastructure, d'expertise que l'entreprise va devoir avoir. On n'en a pas parlé là, mais la problématique d'expertise IT sur le marché aujourd'hui français est loin d'être triviale à gérer. Donc pour un certain nombre d'acteurs, c'est aussi un moyen de gérer ou de pallier ce manque d'expertise technique sur le marché. Voilà. Mais cette notion de maturité, elle est importante pour amener cette complémentarité en disant je peux avoir ce choix et je choisis en fonction de ce que je souhaite faire aujourd'hui avec cette trajectoire potentielle d'évolution demain. Et pour toi et même pour vous deux, comment on définit une maturité, comment on se positionne, quelles sont les clés que vos clients peuvent utiliser pour se positionner vis-à-vis de la maturité du marché, vis-à-vis de leur propre maturité, comment identifier les bonnes clés pour savoir où on est et quel écosystème choisir. Je vous piège, je n'étais pas prévu ces questions-là. Non, c'est une question, c'est une question compliquée, parce que alors moi j'ai une solution qui est en effet disponible en mode SaaS, donc c'est des clients qui ont une certaine maturité. C'est vrai qu'on parlait de SaaS il y a 10 ans, c'était même pas la peine, le marché n'était pas mûr. Aujourd'hui, on voit quasiment que ça, et puis la pandémie, la Covid a accéléré la donne. Donc aujourd'hui, à partir du moment où il y a un client qui veut une solution prête à l'emploi, en gros, ils se rendent vers du SaaS. Où l'hébergeur va tout gérer, les mises à jour vont être faites automatiquement, etc. Donc c'est un degré de maturité du client surtout. Et les clés qu'il a pour se définir sa propre maturité, il y a des éléments qui font qu'aujourd'hui un client se sent plus ou moins mature, qui vous donnent un aspect que le client est mature. Qu'est-ce qui vous indique? C'est parce qu'il s'intéresse le simple fait de s'intéresser au SaaS aujourd'hui est un moyen, ou qu'est-ce qu'il faut que le client doit prendre en compte avant de basculer vers du modèle SaaS pour vous? C'est un modèle économique qui est différent déjà. On va plus parler de CAPEX mais d'OPEX, donc c'est plutôt de la location, de l'abonnement. Donc le type le type économique va changer, clairement. Enfin, le modèle économique va changer, c'est plutôt le bon terme. Donc il y a cet aspect-là à prendre en considération. Je pense que c'est un des points les plus importants pour une société aujourd'hui, une PME qui veut aborder l'aspect SaaS, externaliser sa cybersécurité ou autre chose. Je pense que c'est un point qu'il doit prendre en considération. Et puis aussi, c'est se libérer d'un poids finalement, parce qu'avoir son infrastructure chez soi, pas forcément tout le temps évident. Il faut des personnes compétentes pour les gérer, il faut peut-être du support, etc. Donc le fait d'avoir une solution SaaS, on se libère de pas mal d'éléments contraignants en fait, au sein d'une entreprise. Ouais, je pense qu'il y a sans doute une notion un peu plus forte que précédemment de sur-mesure, où on doit être beaucoup plus flexible. Et on parlait tout à l'heure de co-construction en fait, et je pense que c'est un peu ça en fait. Évaluer la maturité d'un client, c'est toujours un petit peu délicat, donc ça doit passer notamment par une phase d'échange et de définition en fait, et à partir de là voir si les modèles que l'on peut être en mesure de proposer correspondent à une stratégie, à une volonté globale, à d'autres éléments déjà mis en place aussi. Donc il y a sans doute beaucoup plus de cette phase de co-construction, d'échange à privilégier. Vincent, non, pas d'avis. Je vais laisser mes deux collègues répondre. Pas de problème, merci beaucoup. Maintenant, on va dire comment un écosystème numérique répond à un besoin des enjeux du marché. Parce qu'un écosystème, effectivement, on le monte déjà pour soi, pour constituer effectivement cet ensemble dont on parle depuis tout à l'heure, mais effectivement qui doit répondre à des enjeux business, mais également à des enjeux de souveraineté, des enjeux de conformité. Comment, pour vous, aujourd'hui, le cloud et vos services dans du cloud permettent-ils de répondre à ces enjeux, et quels sont-ils pour vous?
Ouais, je vais commencer, je vous laisserai compléter. Je pense que le premier enjeu, c'est un enjeu de business model des organisations. C'est ce que disait Nicolas il y a quelques secondes. Le SaaS a introduit un nouveau business model dans les organisations. Et il y a un élément qu'on n'a pas cité, c'est la notion de délégation de responsabilité. Avant, quand j'avais mon data center, mes logiciels, à une entreprise, j'étais 100% responsable de toute la chaîne. M'ouvrir à un écosystème, m'ouvrir à du cloud amène un certain nombre de délégations de responsabilités qui doivent être amenées. Parce que et quand on parle de IaaS, PaaS, SaaS, il y a cette notion de délégation qui est de plus en plus importante. Elle est intéressante, mais ça change intrinsèquement le paradigme à la fois des organisations IT et de la masse critique des organisations IT des entreprises. Et ça change également le business model de consommation de ça, dans une consommation beaucoup plus orientée sous forme de services qui vont répondre à un besoin et qui vont potentiellement devoir évoluer beaucoup plus rapidement. On le voit en termes de consommation. Alors en tant que on va dire un particulier ou citoyen dans cette salle, on voit comment on consomme des services là, mais pour les entreprises, c'est également de plus en plus vrai. Donc ça, c'est un élément. Avec en corollaire toute la thématique de comme j'externalise cela, comment je m'assure de la souveraineté de ma donnée, comment je m'assure de la sécurité de ma donnée, est-ce que je vais en avoir plus, est-ce que je vais en avoir moins, et on le voit que pour un certain nombre d'acteurs, la réponse peut être un peu subjective. Il n'y a peut-être pas une bonne réponse à la chose. Moi, j'ai plutôt la conviction qu'on est plus secure quand on est dans le cloud que quand on est chez soi, parce que j'ai une équipe IT qui va être spécialiste et qui va être beaucoup plus être à l'écoute de tout ce qui se passe sur le marché en termes de risque cyber, par exemple, que mon simple expert qui, lui, va une fois tous les 36 du mois avoir un incident cyber, même s'il y en a de plus en plus sur le marché. Mais voilà, c'est une prise de risque ou une prise de conscience de cette délégation qui est un élément important dans cette démarche-là. Ouais, tu l'as bien dit, hein, l'enjeu principal, c'est de donner le choix au client, en fait, dans la gestion de ses données, la gouvernance de ces données. Il veut pouvoir bénéficier, en effet, de la sécurité des données, tout en disposant de haute disponibilité ou de réversibilité assez facile. Alors, il y a des hébergeurs qui le font très bien, 3D Scale. On va parler même de cloud souverain, labellisé Secnum Cloud, donc c'est une labellisation qui prône la sécurité au niveau des hébergeurs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 en France. Je ne vais pas les citer, mais 3D Scale en fait partie. C'est un des premiers d'ailleurs, je pense. Voilà, donc on va c'est surtout ça qui est important, c'est laisser le choix au client sur la gouvernance des données. Et en effet, le IaaS, le PaaS ou le SaaS permet cette gouvernance et ce choix. Donc en fait, pour reprendre effectivement vos deux idées, on parle de déléguer de la responsabilité à des tiers, effectivement, ce qu'on va appeler des tiers de confiance. C'est pour ça qu'on parle de partenaires écosystème de confiance à qui on va pouvoir, cette chaîne de confiance, le client final va savoir que vous lui faites confiance, que ça répond à vos exigences, à vos aspects de sécurité, pour justement vous centrer. Et là, c'est bien le cœur même de nos clients, de nos partenaires. L'objectif, c'est de se centrer sur son activité première et pouvoir véritablement se reposer sur un nombre d'acteurs qui partagent ce qu'on dit depuis le début, les mêmes valeurs, un les écosystème mêmes de confiance, objectifs, les mêmes tailles d'entreprise, les mêmes objectifs de réponse, de confiance, en l'occurrence dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Fred, tu voulais... Ouais, simplement dire, tout l'enjeu, c'est vraiment de consigner dans des relations partenariales tous ces enjeux qu'on vient d'évoquer de confiance et assurer le client final que toute la chaîne qui doit rester transparente pour lui va intégrer toutes ces valeurs-là, quoi. Et je pense que c'est clairement ça qui peut guider les organisations à s'orienter, même si, j'allais dire historiquement ou par pure conviction, le passage, la transition est parfois compliqué, quoi. Alors justement, je rebondis dessus. Effectivement, on voit les notions de cloud public, même si Outscale, ça fait 12 ans qu'on travaille sur le sujet, on voit bien que sur le marché, c'est assez récent et qu'avec la qualification Secnum Cloud, c'est des choses qui avancent. Donc on a une ouverture. Avant, on avait une méconnaissance, peut-être une suspicion vis-à-vis du principe du cloud public de la part du marché, puis un marché très traditionnel, très bar métal. Aujourd'hui, on va avoir de nouveaux enjeux.
vu la transformation du marché, donc des nouveaux besoins, des nouveaux usages. Pour vous, quels sont les éléments sur lesquels il va falloir ou maintenir votre positionnement ou évoluer sur votre positionnement pour continuer justement via vos écosystèmes à répondre à ces futurs besoins autour de ce que le cloud public et les offres cloud vont être d'ici 5-10 ans. Tu peux répéter tes questions, s'il te plaît. Trop technique. Toi, aujourd'hui, au niveau de Storm Shield, aujourd'hui, il y a la solution Storm Shield SNS qui est effectivement disponible au sein des activités Outscale et qui est disponible en mode SaaS. Après le modèle SaaS, est-ce qu'aujourd'hui Storm Shield a prévu quelque chose d'aller un peu plus loin pour, en dehors de fournir une OMI, aujourd'hui c'est le modèle dans lequel vous êtes, c'est le modèle dans lequel vous voulez persister, ou est-ce que vous allez vers de la mutualisation, est-ce que vous allez vers des modèles purs API où on va consommer quelque chose comme ça, ou c'est pas encore des modèles qui sont définis et vous êtes plus à l'écoute du marché? Par exemple, pour ton cas. On y réfléchit. Hein. Oui, on y réfléchit à faire évoluer nos offres, forcément, parce qu'on veut suivre le sens de l'histoire aussi, hein, forcément. Mais pas que, parce que nous, on est une filiale Airbus, on est qualifié ANSI, et l'ANSI ne qualifie que les appliances physiques. Et donc, on est encore sur beaucoup d'appliances physiques, nous, hein, et on a un marché d'ailleurs qui s'y prête bien parce qu'on adresse principalement le public ou le secteur de la défense. Donc, c'est vrai qu'on 80% de notre business aujourd'hui, c'est du physique, mais c'est vrai que la virtualisation et puis le mode API demain, oui, c'est des choses à laquelle on réfléchit. Mais virtualisation, c'est déjà le cas avec vous. Mais on réfléchit à faire évoluer nos offres, bien sûr. Non, de notre point de vue, c'est toujours compliqué hein, d'anticiper l'évolution des modèles, mais c'est justement ce que cette flexibilité dont on parlait tout à l'heure que des modèles SaaS permettent d'envisager, quoi. Donc, je pense que là aussi, il faut savoir être à l'écoute des attentes du marché, de ce qui va être disponible en termes d'innovation, en termes de solutions, et puis savoir s'adapter, quoi. C'est plus ça. Ok. Il va y avoir une dernière question. Donc, quelle est la valeur apportée par vos entreprises respectives dans la construction d'écosystèmes? Comment vous valorisez vos écosystèmes de manière individuelle? Si je prends l'exemple aujourd'hui à Outscale avec la marketplace, effectivement, la valorisation d'écosystèmes va se faire différents modèles. Nous, notre partenariat, il permet en effet aux entreprises et aux organisations soucieuses de la maîtrise la maîtrise du contrôle de leurs données, de bénéficier d'un environnement cloud labellisé Secnum Cloud. Donc déjà, c'est une norme de sécurité. Et de protéger ce cloud avec une appliance virtuelle SNS Storm Shield, qui est une solution de confiance, puisque qualifiée ANSI, et qui est intégralement développée en France. Donc on reste sur du souverain aussi. Alors, si on cite l'approche pour le groupe IBM, et vous avez pu entendre ce matin Red Hat parler sur le partenariat et les annonces stratégiques qui ont été faites avec Outscale, la vision qu'on a vraiment sur l'écosystème et sur la thématique de souveraineté, étant une société par essence américaine, mais sur le territoire français depuis plus de 100 ans maintenant, et la société a 111 ans, donc on a été un des premiers pays dans lequel IBM s'est implanté en étant une société de droit français, mais la philosophie qu'on a derrière, c'est vraiment de soutenir cette souveraineté et cette liberté de choix pour l'organisation en se disant, il y a un écosystème local, on veut s'appuyer sur cet écosystème local. À Outscale, on est la parfaite illustration, en disant notre valeur ajoutée, c'est à la fois de laisser le choix au client, de l'accompagner dans cette démarche-là, en lui amenant notre savoir-faire, et notre savoir-faire, il va être au travers de deux piliers. C'est à la fois des capacités technologiques, protéiformes à la fois sur la notion de valorisation de la donnée, sur la partie cybersécurité, sur toute la thématique d'automatisation de process et automatisation IT. Et un deuxième pan qui est toute la notion de conseil. C'est comment essayer d'orienter, de guider les clients dans ces différents choix qui s'offrent à lui, en disant quel va être le bon écosystème à choisir pour ma souveraineté, pour mon choix technologique, pour mon cas d'usage. Et donc c'est vraiment cette démarche qu'on a renforcée
l'acquisition de Red Hat en a été un gros catalyseur, mais renforcé ces dernières années autour de... On ne peut pas y arriver seul. Et peut-être que dans la salle, certains ont connu IBM avant ma naissance et une société qui pouvait faire tout, ce qui n'est fondamentalement plus le cas. Déjà parce que l'écosystème IT a été complètement bouleversé ces dernières années, avec des nouveaux entrants qui amènent une valeur ajoutée, qui amènent de l'innovation pour un certain nombre d'entre eux. Et donc c'est de dire, on peut être fédérateur, accélérateur, catalyseur de cet écosystème hétérogène en s'appuyant sur des acteurs locaux. Moi, je vois deux éléments, en complément peut-être de ce que vous avez évoqué. Le premier, c'est, on évoquait tout à l'heure la possibilité d'aller se saisir de briques technologiques avec les différents modes d'intégration qu'on a évoqués. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que dans cette logique-là, on devient aussi une brique technologique d'un écosystème qui peut être consommé, qui peut être utilisé, embarqué par d'autres. Donc ça, c'est en termes de valeur, il faut bien avoir conscience de ça, et je pense que c'est pas des moindres. Et le deuxième élément que ça m'évoquait, c'est également sur cette partie je dirais de création, de valeur apportée au client final. C'est aussi une valeur que l'on va apporter à l'écosystème partenarial. Ce que je veux dire par là, c'est que de manière très concrète, les réalisations, les aboutissements, et surtout si on parle de SaaS, d'une utilisation par des clients finaux, va être autant d'inspiration pour tout un écosystème d'innovation pour construire de nouvelles offres, pour voir aussi comment s'inspirer de ces offres-là. Donc je pense que il faut peut-être pas avoir honte de dire que la manière dont on crée de la valeur pour un client final permet aussi de créer de la valeur pour des partenaires et pour un écosystème techno, je pense. Je vous remercie à tous d'avoir participé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.